Eh ben, merci Cédric pour cette introduction. Et puis merci à Frédéric parce qu'il a fait toute la partie blabla, donc on va pouvoir directement faire la partie intrusion. La partie qui n'est pas super intéressante. Voilà, nous on va faire la partie fun. Voilà. Donc très rapidement, Cédric, Laurent, on travaille chez SAP dans le groupe Security Research à Sophia Antipolis. Et donc aujourd'hui, on va vous parler du cloud. Est-ce le nouveau fort de Vauban? Donc il y aura un petit peu de speech fait par moi, mais comme on a 20 minutes, je vais faire vite. Et une démo d'intrusion, parce que c'est ce que vous attendez tous, qui va être faite par Laurent. Alors, comme l'a dit Frédéric, pourquoi mon slide apparaît comme ça? Le cloud, c'est principalement une question de responsabilité. Donc, quand vous hébergez vos données chez vous, eh ben, vous avez le contrôle total sur vos données, ce qui est très très bien, mais vous êtes aussi responsable de tout. Donc, si vous achetez un système SAP et vous le configurez mal et qu'il y a un problème, c'est de votre faute. Passer au cloud, ça apporte une certaine tranquillité selon le niveau auquel vous allez payer. Mais en fait, en contrepartie, eh ben, il faut avoir une certaine confiance envers son hébergeur parce que s'il y a un problème, ce sera de sa faute, mais ce seront vos données qui auront été potentiellement retrouvées. Donc voilà, mais c'est parfait parce qu'on a le collègue de Jaguar Networks qui vous expliquera comment tester tout ça. Alors, en 2 mots, ça c'est votre surface d'attaque, toutes les choses auxquelles il faut faire attention, notamment si vous êtes on-premise, donc sur site. Il y a toutes les couches, y compris la partie accès physique, qu'on oublie parfois un petit peu vite, mais si n'importe qui peut rentrer dans votre data center avec une clé USB, vous allez être embêté. Alors donc la partie IaaS, donc infrastructure, va s'occuper pour vous de cette partie justement accès physique et normalement virtualisation. Donc ils vont s'occuper de mettre à jour les hypervisors et compagnie, et aussi de faire en sorte que personne puisse rentrer dans le data center. En mode plateforme as a service, et en plus vous avez cette partie OS qui est gérée pour vous, et donc une chose de moins à s'occuper. Mais tout ce qui reste au-dessus, c'est toujours de votre responsabilité. Donc si vous déployez des applications mal configurées, encore une fois, c'est votre problème. En mode software as a service, tout est pratiquement fait pour vous, vous n'avez plus qu'à utiliser le service. Mais comme disait Frédéric tout à l'heure, il reste toujours une petite partie qui est de votre ressort, notamment tout ce qui est configuration, si vous avez la possibilité de le faire, gestion des mots de passe. Si vous utilisez un mot de passe pourri, il ne faudra pas venir se plaindre après. Petite anecdote amusante, ça date d'il y a 3 jours. Il y a une boîte à la réputation sulfureuse qui s'appelle Hacking Team. Waouh! Alors bon, c'est une boîte italienne qui vend des logiciels malveillants à qui veut les acheter. Bref, ils se sont fait hacker. 400 gigas de données qui ont été leakées. Et notamment, ça, c'est les mots de passe qui ont été retrouvés dans le Firefox, donc le Keystore Firefox, d'un des security architects. Bref, donc c'était peut-être juste des systèmes de test qui étaient protégés par ça, mais à mon avis, ça n'a pas facilité la protection des données. Donc voilà, quand on dit qu'il y a du travail, bref, c'est peut-être les coordonnées qui sont les plus mal chaussées, mais bon. Bref, donc, c'est pas parce que tout est fait qu'il faut rien faire. Donc je vais passer maintenant la parole à Laurent pour savoir si le cloud c'est vraiment un fort de Vauban et si on peut pas réussir à faire des petits trous comme ça. Donc subtil, nous on est juste des pentesters, on n'est pas des hackers, donc on n'essaye pas de faire les choses sans laisser de traces, on s'en moque, on veut juste voir si on arrive à aller à nos fins. Voilà, c'est tout, donc je te passe la parole immédiatement. Merci Cédric. Alors Cédric, je vais avoir besoin de toi pour tenir le micro, parce que je vais avoir beaucoup de mal pour à la fois manipuler l'outil. Voilà, ouais, c'est super. Voilà, c'est pour ça que Cédric est là en fait. Alors, si vous avez des questions pour Cédric en attendant. Donc ce qu'on va vous présenter ici, c'est bon, ouais, super. Donc en fait ici nous on va utiliser, Frédéric nous a montré tout à l'heure qu'il avait détecté des failles, de sécurité sur un système, et nous notre idée ici là maintenant ça va être de les exploiter, d'accord. Donc il y a une très grosse partie au niveau pentest, c'est la partie détection des failles et tout ça, et ça c'est vraiment assez fastidieux à faire, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que en fait il avait fait la partie un peu pénible du pentest, et nous là on va juste s'amuser avec les résultats qu'il a obtenus.
On a le droit, hein, on a le droit de le faire. Hein. Donc en fait, on a utilisé la même machine virtuelle de OWASP que c'est que vous a été présenté. Et bon, si on veut faire un fil conducteur, on va dire qu'ils nous ont donné l'autorisation à aller faire les tests sur leur système cloud pour garder le lien. Alors en fait, Frédéric nous a dit qu'il y avait un WordPress qui tournait sur la machine, donc on a dit c'est plutôt sympa parce que c'est vrai que c'est un vrai gruyère, hein, WordPress. D'ailleurs c'est la cible majeure de pas mal de hackers. Et puis notamment il y avait un plugin qui s'appelait Spreadsheet dessus, en version 0.6. On a pu lire ça dans ton rapport OpenVAS, c'est super. On va regarder déjà dans Kali Linux s'il n'y aurait pas une vulnérabilité sur ce système-là. Alors apparemment oui. Alors là ici ce qu'on utilise comme outil c'est Searchploid. Searchploid on va piocher dans la base ExploitDB qui est mis en place par Offensive Security. On va piocher dans la base de vulnérabilités de Offensive de ExploitDB pour regarder s'il n'y en a pas des choses intéressantes. Donc on va essayer de voir si cette vulnérabilité, on ne pourrait pas l'exploiter. Donc, hop, je regarde un petit peu à quoi ça correspond. Tiens, super, du SQL injection, comme par hasard. À quoi ça nous sert? Bon, je sais pas, on dirait qu'on peut récupérer sur la table des users, on peut récupérer des infos. Bon, on va essayer donc d'exploiter cette faille-là. Alors, à chaque fois, de faire de l'injection SQL, c'est toujours un petit peu délicat. On n'a que 20 minutes, donc j'avais déjà préparé à l'avance mon injection SQL. Globalement, l'injection SQL, on va aller, on surcharge en fait, on surcharge le select qu'on fait sur la base avec des informations ou des requêtes SQL, des statements SQL qu'on voudrait faire sur la base. Là, on s'aperçoit qu'on a des infos intéressantes, notamment une entrée. Là, on a cherché la première entrée qu'il y avait dans la base de WP User, pour ceux qui connaissent WordPress. Et puis là, on a récupéré un hash. Ah, bon, première difficulté, on n'a que le hash, on n'a pas le mot de passe. Avec le hash, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Alors normalement, bon, si j'avais la connexion net, là, je pourrais essayer dans Google de prendre ce hash et de le chercher. Normalement, je devrais trouver la correspondance. Mais ce qui est encore bien avec Kali, c'est que il y a plein d'outils pour faire ce genre de choses. Donc on va utiliser, je ne sais pas si vous connaissez John the Ripper. En fait, c'est un outil qui va vous permettre de craquer des mots de passe. Des hashes, etc. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Déjà, ce qu'on peut regarder, c'est avec Kali, c'est regarder le type de hash qui est utilisé ici. Alors, normalement, avec WordPress, on a du MD5. Ah, voilà, c'est bon. J'ai vu juste sur ce coup-là. Donc ici, l'idée, c'est on va juste essayer de craquer ce hash là. Donc là, je le mets dans un petit fichier, voilà. Et puis je vais lancer John dessus, donc je lui passe ça. Alors en fait, John, ça va fonctionner avec des listes de mots de passe, d'accord? Donc là, j'en ai préparé un pour vous qui contient, je ne veux pas me tromper, mais je crois qu'il y a 14 millions d'entrées dedans. Donc j'espère qu'on va pouvoir tomber dessus. On a dit que c'était du MD5, je crois. Alors on va faire du MD5, je crois que c'est ça. Alors c'est toujours un peu délicat. Non. Ah si, ouais, super. J'ai eu de la chance là sur la ligne de commande. Donc on a trouvé que en fait le mot de passe de l'admin c'était Gunther. Ça tombe bien, Gunther hein, pour SAP, comme c'est une boîte allemande. Donc, alors Gunther, on va aller prendre le mot de passe et puis on va regarder si le PHP admin il est disponible ou pas. Alors j'enlève cet onglet là parce qu'en fait sinon... Tu casses le suspense. Tu casses le suspense, voilà. Et puis je vais tenter. Ouais, super. J'ai accès au PHP admin. Donc, hop, Gunther. Alors, vous avez vu que là, quand même, c'est un mot de passe encore plus compliqué que celui qu'on a vu tout à l'heure des gens de Hacking Team, qui était juste password. Le password, d'ailleurs, c'est super facile à trouver avec ce fichier de mot de passe, ce dictionnaire de mots de passe que je vous ai montré tout à l'heure. Super. Bon, on est admin sur le PHP, on est content. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, on pourrait défacer le site PHP. C'est d'ailleurs la plupart du temps ce qui se passe. Hein, les gens qui ont tout de suite, les activistes notamment, dès qu'ils ont accès à un PHP, qu'est-ce qu'ils font? Ils défacent la page principale et puis ils mettent un message à caractère idéologique. D'accord. Nous, ce qu'on a envie quand même, on a envie d'aller un petit peu plus loin. On aimerait bien avoir un shell sur la machine. Ça vous parle si je vous dis un shell sur la machine? Ouais. Ça leur parle. Ça leur parle. Hein, c'est pas parce qu'on vient des SAP qu'on n'aime pas être sous Linux, hein, d'accord?
Donc, un truc sympa, souvent, c'est de bidouiller un petit peu les plugins. Alors là, on s'aperçoit que c'est une vieille version de WordPress. Alors c'est vraiment fait exprès, hein, parce que là, on utilise une VM vraiment qui est un vrai gruyère. C'est vraiment à titre éducatif ici. La plupart du temps, ce qui est sympa dans les nouvelles versions de WordPress, c'est que vous pouvez uploader directement depuis l'interface admin des plugins. Donc là, il faut le faire à la main. Bon, c'est un peu moins rigolo. Ce qu'on va essayer de faire, par contre, je vois qu'il y a un plugin editor. Peut-être qu'on pourrait faire un truc rigolo là aussi. Ah, bah c'est cool. Vous voyez que là, en fait, on a le code PHP direct sur tout un tas de plugins qui sont installés sur la machine. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'a priori, je crois qu'on peut updater le... Hop, si je descends... où est-ce qu'il est? Ouais, je peux updater normalement le plugin. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je ne vais pas l'updater avec n'importe quel bout de code. Je vais l'updater avec un bout de code que vous pouvez trouver très facilement, qui est gratos et tout, il n'y a pas de problème. Que vous trouvez sur Pentest Monkey, qui va vous permettre de créer un reverse shell en PHP. Reverse shell, je ne sais pas si ça vous parle. Qui c'est qui a déjà entendu parler de ça? Ah, ça va. Ils connaissent. C'est magique, c'est la machine victime qui vous appelle, et comme ça passe à travers les firewalls. J'en ai un sous la main. Voilà, qui s'appelle comme ça. Je vais le copier. Et alors voilà, c'est la difficulté là en fait. Hein. C'est la difficulté du truc. Voilà, c'est de faire du copier-coller. Normalement, je crois que j'avais un script pour faire directement de copier dans le clipart. Mais alors, je le copie. Je vais essayer de le mettre là-dedans. Ouais, super. On peut l'applaudir quand même. Il a fait un copier-coller. Alors attendez, hop, CTRL A, CTRL V. Il manque mon petit bouton, est-ce qu'il est passé là? T'as mis à jour le port, t'as mis à jour la machine. Ouais. Quel talent. Pardon? This file were readable, you could edit it. Oh, on est mal, ça marchait pour... ça marchait cet après-midi. Je vais faire avec celui-là, c'est pas... Ouais, voilà. Allez, hop. Ah oui, je sais, parce qu'en fait, j'ai fait des essais cet après-midi, et puis je pense que j'ai changé les droits sur le fichier. Alors, voilà. Bon, celui-là, je peux l'éditer, et je vais le mettre à jour. C'est pas grave, vous voyez que c'est du live, hein. Donc, j'ai mis à jour ce fichier. Bam, c'est parti. Voilà. Ah, il me dit « Sorry, that file cannot be edited ». Diantre, le pentest, c'est dur. Le pentest, c'est difficile. En fait, là, vu qu'on n'a que 20 minutes, enfin, il doit nous en rester 3, là, on vous montre les trucs qui marchent, enfin, parce que généralement, on passe beaucoup de temps à faire des trucs qui ne marchent pas. Alors, en fait, il m'a dit que ça n'avait pas marché, mais vous allez voir que ça a marché. Il ne faut pas toujours croire ce qui vous arrive sous les yeux. Ce qu'on va faire, c'est que comme on va créer en PHP un reverse shell sur la machine cible, il faut qu'on soit en écoute en fait sur un port particulier. J'ai configuré le port 444. Il te manque 2 options, il te manque un L Ouais, pardon. et un P. Voilà. Merci. Je t'en prie. Mais c'était un plaisir. Non, mais il n'y a pas de quoi. Alors, donc on est en train d'écouter sur notre machine en local, sur le port 444, et normalement, si je déclenche correctement mon script du côté de la machine cible, bah, ça va m'ouvrir un shell. Alors, j'espère que ça va marcher. Hein. Allez, croisez les doigts. Donc, il suffit que je clique ici. Oh, allez, s'il vous plaît. Pas trop parce que alors on va regarder si je suis root ou pas parce que c'est quand même ça qui nous intéresse quand même quand on fait du pentest. Je suis pas root. Oh. Est-ce qu'on a du temps encore? Cédric, est-ce qu'on a du temps encore? 6 minutes? On peut le faire. On peut le faire. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vais d'abord faire, c'est que, encore une fois, il y a plein d'outils qui existent sur le net. Un truc qui est sympa, ça s'appelle Linux Priv Checker. C'est un script en Python qui va vous permettre de scanner globalement les vulnérabilités que vous avez en local sur votre machine pour faire du privilege escalation. C'est-à-dire que vous avez un user standard et puis vous avez envie de passer route sur la machine. D'accord? Et c'est ce qu'on a envie de faire. Alors, je vais vérifier que moi en local, j'ai déjà le script qui est dispo. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le script, on le met sur un serveur web local. Et ensuite, maintenant qu'on a un shell sur la machine, et bah, par wget, on peut aller taper notre serveur
propre pour aller récupérer tous les fichiers qu'on veut. Il y a plein de techniques, hein, mais celle-là, c'est génial pour laisser des traces, hein, parce que là, dans le access.log, on verra très bien. Bref, c'est pas très subtil. Oh et donc, on va récupérer le script. Donc là, je vais sur ma machine, je récupère le Linux Priv Checker. Je ne sais plus comment je l'ai appelé, Linux Priv Checker, .python. Voilà. Ouais, super. Je vais exécuter mon Linux Priv Checker en local. Linux Priv. Ah, et ça, souvent, alors vous voyez ici, là, j'ai pas de complétion. Ça, c'est super pénible quand on fait du pentest, où la plupart du temps, on n'a pas d'autocomplétion. Bon, il y a plein de techniques pour avoir ce truc-là, mais bon. Voilà, donc on est obligé de tout se taper à la main à chaque fois. Alors, bim, c'est parti. Alors, il est parti, puis il va regarder tout ce qui se passe sur la machine, d'accord? Il va vous détecter tous les users qui sont sur la machine, s'il y a des fichiers avec des mots de passe à l'intérieur. Il va regarder tous les process qui tournent, tous les ports qui sont ouverts, tous les ports aussi qui sont filtrés. Donc, ça va vous donner pas mal d'infos assez intéressantes pour la suite des opérations. Alors, bon, là, c'est la démo, encore une fois. Donc, du coup, le script, il prend pas mal de temps. Voilà, ça déroule d'un coup. Et un truc qui est rigolo, c'est qu'à la fin, il va vous donner pas mal d'exploits. Un exploit, c'est globalement un bout de code que vous avez juste à charger sur la machine à exécuter, puis ça vous donne les privilèges. Alors, on ne va pas passer en revue tous les trucs, parce que tous les exploits qui sont là, ça prend pas mal de temps. Hein, c'est là la partie moins fun du pentest. Donc, Attends, et surtout, en fait, on les a testés, ça ne marche pas. J'ai révélé la fin. Oh, excuse-moi, autant pour moi. Non. En fait, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que, bon, je vais aller un peu vite, parce qu'il nous manque un petit peu de temps. En fait, ce que notre script ici s'est aperçu, c'est qu'en fait, en local, on avait un répertoire qui était un peu rigolo, qui s'appelle Do Not Delete. Alors, moi, j'ai envie d'aller voir un peu ce qu'il y a dans ce truc-là. Alors, ls, tiens, il y a un bash. Alors, 4 du bash. Backup.sh, pardon, je me fais avoir à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un backup, il fait un tar gz de ce qui se passe dans mon fichier en local, il fait un backup, globalement, il stocke le fichier sous le fichier root, sous le répertoire root. J'imagine que c'est un truc qui tourne c'est un job cron, donc je vais regarder si j'ai pas... Alors ça c'est un peu bête. Alors attendez une seconde, juste une seconde. Je vais vous montrer justement ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Cat jail. Ça c'est un truc rigolo aussi. Ça va me permettre d'avoir un vrai shell. Est-ce que tu as l'autocomplete maintenant? Je crois pas que j'ai l'autocomplete, mais on peut tester. Non, j'ai pas l'autocomplete. Quand même, faut pas exagérer. Mais c'est un vrai shell. Au moins là j'ai un shell interactif parce que sinon on est un peu embêté. Alors. Non. Bon. Mais on le sait, c'est un cron. On sait, alors. Bon. En fait, dans Linux Priv Checker, nous a renvoyé le fait que ce script était exécuté de manière régulière. Alors, par route. Une petite question, peut-être même, Cédric. Peut-être que la personne qui pourrait répondre aurait le droit à un petit cadeau. Alors, à votre avis, en exploitant juste ce script-là, comment vous pourriez faire pour avoir le root? En sachant que c'est un script qui est exécuté par le user root via cron toutes les minutes. Pardon? Ouais, mais là je peux rien faire. On n'a pas les droits, on peut juste le cat. Je peux juste faire un cat et je peux rien faire d'autre. On peut pas le modifier. Oui, effectivement, ça peut être un truc. C'est vrai que là, c'est pas idiot parce que le tar, il est pas en. Je sais pas si on peut éditer le pass. Effectivement, on peut éditer le pass, écrire son propre tar et faire exécuter ça. C'était pas ça qu'on avait pensé, mais effectivement, ça peut marcher si on a les droits de changer le pass. Hein? Ah bah, je pense que c'est valable. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, bah bravo. Bon, allez. Allez, venez alors. Venez le faire. Allez, vas-y.
J'ai une conclusion à faire, moi, après. Hein. Alors, comme je suis un petit peu feignant, j'avais déjà préparé un... Pendant qu'il fait son copier-coller. Donc en fait, tar prend des paramètres et quand on a un tar étoile, si jamais on a un fichier qui s'appelle moins quelque chose, il va penser que c'est un des paramètres. Donc il va le prendre en compte. Et magiquement, il y a un des paramètres de tar qui dit à chaque fois que tu prends un fichier, en plus exécute la commande qui est nanana. Donc voilà, il suffit de créer un fichier, les deux petits fichiers qui vont bien, pour lui donner les options, et bah, ça va passer comme dans du beurre. Donc ça c'est un truc qu'on a découvert dans la douleur, hein, parce que ce genre de truc, quand on sait que ça existe, et bah, c'est facile de trouver de la doc dessus, mais quand on ne sait pas que ça existe, c'est dur de l'inventer. Donc voilà. Donc là c'est le petit truc et astuce. Ah bah oui, bah, je vais faire la conclusion, hein, parce qu'il n'y a plus qu'une minute. Voilà, en fait c'est ça. Donc ce qui se passe c'est que on crée un petit fichier qui s'appelle Evil ou Evil pour les anglophobes, qui va faire quoi? Qui va créer un user, c'est ça? Créer un user en fait. Globalement, tu vas pouvoir passer à la conclusion. Effectivement, on crée en fait avec en fait le script, le tar va nous permettre d'exécuter en fait une commande, et la commande en fait dans la commande on fait juste on crée un user. Donc là j'avais créé un user Bob avec le mot de passe coucou maman. Voilà. Et après on est route sur la machine. Voilà. Allez, on accélère. Plus vite, plus vite. Ok, merci beaucoup Laurent le subtil. Donc voilà, bon, petite conclusion, donc c'est pas parce que tout est fait qu'il faut rien faire. Hein. Donc pour en revenir summary, shocking. Même si vous êtes sur le cloud, vous pouvez avoir une certaine sérénité, mais bon, c'est une très bonne approche si vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. Le cloud vous apportera les couches manquantes au prix d'une perte de contrôle, certaines pertes de contrôle sur vos données. Ça a déjà été dit et redit, si vous stockez des données en clair, s'ils sont leakés, c'est peut-être mieux de stocker chiffré, mais tout dépend du contexte. Donc voilà, hein, ça c'est l'iPhone de Louis XIV qui a été leaké. Mais dans tous les cas, de toute façon, quel que soit votre niveau, on va dire, de cloud ou on-premise, de toute façon, il y a du boulot. Donc, on a parlé du SDLC pour si vous développez votre propre produit. Si vous utilisez des produits qui existent, scannez-les régulièrement, parce qu'il y a des failles qui sont publiées, et des outils comme OpenVAS peuvent vous permettre de dégrossir le terrain. Vous arrêtez pas là. Faites du test d'intrusion ou payez des gens pour le faire. Donc vous aurez moins de choses à faire évidemment si vous êtes en mode SAS, mais il y a toujours de quoi faire. Et notamment passer les logs en revue. Là on n'a pas eu le temps de regarder dedans, mais on a laissé des traces. Hein. Donc c'est pas parce que vous avez l'impression que rien ne s'est passé que rien ne s'est passé. Donc si vous avez des logs c'est bien, mais si vous les regardez pas, ça sert à rien. Et c'est tout. Donc on va s'arrêter là. Je crois que c'était mon dernier slide. Voilà. Merci.